Alors, comment ça va? On se retrouve encore une fois de plus dans une situation, je crois, qui n'est pas très bonne. Donc, ce n'est pas la première fois que nous allons recevoir Monsieur Jean Boissat sur cette chaîne. C'est un analyste, c'est un activiste des droits de l'homme. Donc, il est ici depuis plusieurs années. Donc, nous allons aborder un sujet d'actualité aujourd'hui en Afrique du Sud. Il se passe des choses inadmissibles. Nous les trouvons d'ailleurs en train de regarder des vidéos qui se trouvent partout sur le réseau. Alors, Monsieur Jean Boissat, qu'est-ce que vous pensez de ces situations ici? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des origines, de tout ce que vous connaissez un peu sur cette situation ici? D'accord, merci Papa Germain, merci pour vos téléspectateurs qui nous suivent sur votre chaîne que j'ai l'habitude de suivre tous ces derniers temps avec Papa Luboya qui est en train de nous parler un peu de l'histoire de notre pays. Parce que, dit-on, un peuple qui ignore son histoire, c'est un peuple qui n'existe pas. Donc, en ce qui concerne les événements de l'heure, c'est-à-dire les déguerpissements, parce que c'est faire déguerpir les demandeurs d'asile, les réfugiés et les migrants qui se trouvent au siège des Nations Unies pour les réfugiés, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, et qui ont pris ces assises depuis pratiquement 3 semaines. Il faut que nous puissions déterminer que cela s'est fait à partir des événements de xénophobie qui ont eu lieu au mois de septembre. Mais lorsque nous disons xénophobie, nous devons aussi surenchérir sur le fait que le gouvernement sud-africain se refuse à appeler ces événements des événements de xénophobie. Donc il y a une duplicité de langage. Nous, les étrangers, nous appelons ça la xénophobie et les gouvernements sud-africains appellent ça des éléments criminels qui s'attaquent aux étrangers. Parce que je vois le groupe qui est à Cape Town ici, c'est mixte, ce n'est pas seulement les Congolais, parce qu'il y a des Ghanéens, il y a des Nigériens, il y a des Zimbabwéens, donc toutes les nationalités sont confondues. Bien sûr que la majorité qui est là, c'est vraiment notre peuple, nos compatriotes. Ouais, bien évidemment, si la majorité qui est là, c'est notre peuple, c'est en raison, la raison est la suivante. Nous sommes la 2e communauté la plus large en Afrique du Sud en tant que demandeurs d'asile et réfugiés après le Zimbabwe. Lorsque nous disons xénophobie, cela signifie que c'est la peur de l'étranger. Et que ce soit des Ghanéens, que ce soit des Zimbabwéens, donc les Sud-Africains, entre guillemets, ont peur de l'étranger que nous représentons. Donc tout le monde, collégialement, en communauté, ils ont trouvé que leur vie ne valait plus son pesant d'or et ils sont allés se réfugier devant les institutions qui sont les institutions qui s'occupent des réfugiés. Donc à ce siège, à mon sens, ils avaient raison d'aller demander à l'autorité compétente: que faites-vous de nous maintenant que là où nous sommes venus pour demander asile, nous sommes refusés, nous sommes violentés, nous sommes tués. Mais je crois que à toute chose, il faut connaître les lois du pays. Donc les lois du pays sont très importantes dans la mesure où il faut faire une demande, une autorisation qui vous est accordée par l'autorité du pays, c'est-à-dire la mairie, la circonscription
pour que vous puissiez squatter dans un endroit approprié. Et lorsque vous remarquez les images telles que nous les voyons là, ce sont des images qui se passent en plein centre-ville. Donc, ce qui signifie que alentour, il y a des gens qui ont leurs affaires, qui ont leur business, qui ont leur restaurant, qui ont des bureaux administratifs et ils ne peuvent plus travailler lorsque vous occupez des espaces comme ça. Exactement. Donc, ainsi, 3 semaines, les autorités sud-africaines auraient, et je vais parler au conditionnel, requis que ceux qui étaient les dirigeants ou les chefs de ce sitting puissent normalement venir et qu'on puisse négocier et trouver des voies et moyens pour pouvoir résoudre la situation. C'est à quoi réponse a été qu'ils se seraient aussi opposés parce qu'ils sentent qu'ils sont en danger. Voilà. Alors, pour ce qui est de ce qui s'est passé hier, et il faut dire que ça remonte à 3 semaines, il y a eu un ordre de la Cour qui a demandé à ce qu'on puisse évacuer ces gens-là parce qu'ils étaient devenus des personnes non grata dans la mesure où ils empêchent les affaires de fonctionner. Et je voudrais surenchérir aussi en disant, ces affaires, lorsque les gens ne sont pas en mesure de vendre, c'est-à-dire au bout du compte, ils vont vous dire qu'ils ne peuvent pas payer les taxes. Exactement. Et ce sont les taxes qui font tourner ce pays. Donc, ipso facto, on devait s'attendre à une épreuve de force entre le gouvernement et les demandeurs d'asile qui étaient en train de réclamer, de revendiquer le droit élémentaire parce que leurs revendications tournent autour du fait qu'ils veulent être délocalisés dans d'autres cieux. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux où il y a sévi l'instabilité, mais ils veulent partir en Europe, au Canada ou aux États-Unis. Et c'était dans ce sens où vous aviez été dans une réunion où vous étiez avec le ministre des Affaires étrangères. Quelle a été vraiment cette... Parce que moi, je crois que si nous prenons la chronologie de fait de xénophobie, parce que ceux qui sont là sont des fouilles, ils réagissent parce qu'ils disent que non, ils ne sont plus en sécurité là où ils sont. Vous étiez avec le ministre, la réunion, je ne sais pas, vous pouvez nous en parler? C'était un trompe-l'œil. Et ce trompe-l'œil, nous le vivons aujourd'hui. Il faut que nous puissions comprendre qu'il y a une crise économique en Afrique du Sud. Vous avez pu suivre hier le ministre des Finances qui a mis le budget, qui a révélé son budget et qui est en train de faire grincer des dents tout Sud-Africains. Donc, les choses ne sont pas roses. Ne sont pas vraiment roses dans ce moment en Afrique du Sud. Bon, maintenant, pour aller un peu de l'avant, nous voyons maintenant les gens sont dispersés, les gens sont donc chosifiés. C'est vraiment quelque chose que nous on ne sait pas maintenant. Où allons-nous maintenant? Où allons-nous? Jusque-là, je crois, je ne sais pas quel est votre point de vue. Allons-nous trouver une solution à ce problème? Est-ce le HCR et l'Afrique du Sud va-t-il se concilier pour que ces gens puissent avoir une solution qui va dans leur sens de leur souhait de quitter la République sud-africaine? Bon, là-dessus, je crois que nous devons mettre un bémol et faire une croix. C'est quelque chose qui ne va pas arriver parce que cela requiert beaucoup de démarches administratives. Il faut aussi souligner le fait que le numéro 1, le chef de la diplomatie du HCR, en l'occurrence Filippo Grandi, s'était lui-même déplacé pour rencontrer les autorités sud-africaines et il y a eu des dialogues avec les demandeurs d'asile, les réfugiés et les autorités sud-africaines et le HCR et la réponse qui avait été donnée était claire. On ne peut pas aujourd'hui prendre des gens et les mettre ailleurs. Ce qui est possible à faire sous l'entremise du HCR, c'est de pouvoir faciliter à ce que les revendications émises par les demandeurs d'asile et les réfugiés soient quand même abordées et satisfaites. En l'occurrence,
il y a des demandeurs d'asile qui sont ici depuis des décennies et qui n'ont jamais obtenu une reconnaissance en tant que réfugiés. Donc ce sont parmi certaines des résolutions qui avaient été prises, quant à savoir si le gouvernement sud-africain le fera d'Airchef ou étudiera d'abord comment ils pourront le faire, là est la question. Mais sortir de ce pays, c'est une gageure. Peut-être il faut que nous puissions proposer des solutions. C'était la demande de la ministre. Et parmi les solutions, c'est justement qu'on délivre des demandeurs d'asile et peut-être la résidence permanente pour ceux qui sont déjà des réfugiés, afin que aussi on puisse permettre à ces demandeurs d'asile, aux réfugiés, de pouvoir exercer le travail, parce que s'intégrer ne signifie pas qu'on reste dans son coin, mais ça signifie peut-être jouir de ce pays en allant travailler, en gagnant son salaire et en contribuant, en payant les taxes. Voilà, à mon sens, des solutions qui seraient... Et puis, je vous rajouter, excusez-moi de vous couper la parole, pour y arriver, il faut vraiment, comme nous le soulignons dans notre adresse, qu'un mécanisme soit mis en place où on prend les migrants, les demandeurs d'asile et les réfugiés avec la partie sud-africaine et qu'on puisse trouver des moyens de dialoguer et de trouver ensemble, par le biais des ateliers, des solutions durables. Parce qu'il faut se rappeler que c'est depuis 2008 que ces relents de xénophobie continuent. Mais pour conclure un peu sur cette situation de Cape Town, qu'est-ce que vous nous dites? Quel est votre message en tant qu'activiste, en tant que un de nos leaders ici à l'Afrique du Sud? Bon, nous sommes tous leaders dans notre espace. Ce que moi je demanderais d'abord, c'est que notre ambassadeur, Monsieur Ben Poko, puisse s'activer, parce que maintenant ce sont des rouages diplomatiques qui doivent jouer. C'est aussi notre rapport en tant qu'activiste des droits de l'homme qui doit essayer de voir les personnes et les organisations qui peuvent nous aider pour d'abord faire sortir nos frères qui ont été incarcérés et trouver les voies et moyens. Mais je crois qu'on les a libérés tous. Ils étaient à 100. On les a libérés. On n'a pas détenu des gens dans le cachot. D'accord. Je n'ai pas encore reçu de nouvelles parce que j'étais avec certains de mes correspondants, Jean Dédier qui est à Cape Town pour l'instant. Il nous a communiqué qu'il est parti justement dans le cachot où il n'y a pas de gens qui sont incarcérés pour l'instant à cause de ces manifestations de HCR. Peut-être que vous n'avez pas de documents, peut-être, mais les gens qui ont été arrêtés au sitting ont tous été libérés. D'accord, c'est une bonne nouvelle pour nous et nous encourageons. Je crois qu'il n'y avait même pas intérêt à les arrêter, mais le fait est que certains se sont entêtés à évacuer parce que généralement les forces de l'ordre donnent une première sémence, une deuxième, une troisième et ils agissent. Parce que nous voyons que les médias, les réseaux sociaux, je vais vous raconter une petite blague. Lors des événements de la xénophobie, on avait l'impression que Malverne tout entier était en train de brûler. Et l'un des projets que nous faisons avec nos étudiants, nous sommes allés là, on a remarqué que nous marchons peut-être 1 ou 2 kilomètres pour voir 1 ou 2, 3 ou rien du tout brûler. Et c'est quelque chose, c'est d'ailleurs une exposition qui aura lieu bientôt, le 12 novembre. Si vous êtes intéressé, vous viendrez parce que ce sont des étudiants qui ont réalisé ça. Donc je crois que quelque part, à mon sens, que nous puissions faire revenir un peu d'humanisme dans chacun d'entre nous, aussi bien nous, en tant que migrants, réfugiés ou demandeurs d'asile, que le gouvernement sud-africain qui est le pays hôte, sans oublier le HCR qui est le responsable numéro 1 de ces citoyens. Ok, merci beaucoup. Donc, nous avons reçu M. Jean Boissa dans cette première partie.